Voilà, bonne année à toutes et à tous, bonne année à vous, bonne année Andrea Vilchange, bonne année Zélie d'Allemagne, et nous aussi on se souhaite la bonne année, reprise de l'émission Quelle comédie après une trêve des confiseurs, contrairement à vous, la troupe qui avait joué non-stop, c'est une période tout à fait dense et particulière pour la comédie française, cette période des fêtes. Nous nous sommes parfaitement reposés. Voilà, contrairement à vous, je trouve. Et donc on reprend cette émission en direct toujours, et cette première édition 2024 est consacrée à Lucrèce Borgia, la reprise de cette pièce de Victor Hugo, mise en scène par Denis Podalides, création en 2014. Voilà, vous jouerez donc de nouveau, en tout cas pour deux d'entre vous, Éric Ruff et Elsa Le Poivre. Et vous êtes le petit nouveau, c'est Fayebois, cette pièce du 17 janvier au 1er avril 2024 en alternance salle Richelieu. Elsa Le Poivre, vous êtes de nouveau Lucrèce Borgia. Voilà, vous avez pris ce rôle en 2017. Vous avez succédé à Guillaume Gallienne, voilà, qui a créé le rôle en 2014. Avec plaisir et avec souffrance, vous retrouvez donc ce grand rôle. De tragédienne. Elle reprend tous les rôles de Guillaume Gallienne depuis très très longtemps. C'est son emploi. Et vice-versa. Alors, voilà, vous quittez à peine Marcel Aimé et les contes du chat perché et pour embrasser replonger dans la fatalité et la tragédie. Éric Ruff, ce soir, vous êtes notre invité en qualité de comédien et de scénographe, et non pas en tant qu'administrateur général. Donc voilà, vous reprenez quant à vous le rôle de Don d'Alphonse d'Este, le malheureux époux de Lucrèce Borgia. Ça lui fait des soucis quand même. Ouais. C'est le seul qui ne meurt pas à la fin. Ah non, mais vous ne pouvez pas spoiler la fin de cette façon-là. Et puis, Céphas, vous êtes arrivé comme pensionnaire ici en mai 2023. Vous avez déjà joué sous la direction de Thomas Ostermeyer, voilà, dans l'opéra de Katsu. Là, vous intégrez la distribution d'une petite pièce de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, dans le rôle de Don Apostolo Gazzella. Donc toujours mise en scène de Denis Podalides, et vous êtes tous les trois en répétition. Donc j'ai eu la chance de vous voir cet après-midi. Certains sont concentrés, d'autres sont heureux de quitter les fonctions plus administratives pour aller s'amuser sur le plateau. Voilà, donc c'était première semaine de répétition. Vous êtes à encore une semaine de la première. C'était le premier plateau en plus. C'était le premier plateau en costume. Ouais. Avec des tas de choses à retrouver, d'emplacements, de gestion de robe. On y viendra, mais peut-être que je vais vous poser la question à vous. J'avais dit que je vous poserais une question difficile. Qu'est-ce que ça raconte, ce Lucrèce Borgia ? On sait que Victor Hugo a pris quelques libertés avec la réalité historique, en tout cas la biographie. Ça s'appelle un bizutage. C'est en bonne et due forme. Qu'est-ce que ça raconte ? Je vais me tromper. Peut-être du point de vue de votre personnage, alors. Du point de vue de mon personnage ? C'est encore plus difficile. Oui, du point de vue de mon personnage, c'est une bande de garçons qui sont envoyés à Ferrare, voir pour une mission diplomatique. Et ils se retrouvent pris dans un engrenage beaucoup trop grand et trop puissant pour eux. Et un circuit de vengeance où la famille Borgia, qui a une fâcheuse tendance à décimer toute forme de vie autour d'eux pour rester en place, agit. Du coup, ils ont tué beaucoup de personnes dans les familles des uns et des autres. Et donc, ils décident de se venger doucement, comme des petits garçons. Et comme dit, ils se retrouvent pris par un poisson beaucoup plus gros et grand et fort qu'eux. Et ils sont un peu tous tués. Avalés. Ça, c'est de point de vue de mon personnage. Après, je crois que l'histoire, en général, c'est à peu près la même. C'est qu'il y a toujours cette famille Borgia qui aime décimer les autres. Et même elle-même se mange entre eux. Et donc, Lucrèce, il y a eu un enfant. On ne sait pas au début de la pièce à qui il est, cet enfant.
qui fait partie de la bande et qui a pas de nom. Il a juste son prénom et il essaye de se dépatouiller avec, de savoir qui il est. Et donc, pareil, il se retrouve au centre de cette intrigue, tombant presque amoureux de cette femme, et en même temps pas tout à fait, parce qu'il comprend pas tout à fait ce que c'est que cette relation qui se crée entre eux. Il se perd un peu là-dedans, et puis par amitié, par droiture morale, je sais pas si on peut dire ça, il fait un choix et je ne peux pas raconter la fin de la pièce, parce que même si ça fait longtemps que ça joue, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu. Donc. La pièce donc, de Victor Hugo a été son grand succès, un grand succès au théâtre. Est-ce que c'est lié aux Borgia, qui sont des stars en fait? Il y a tout dans les Borgia, la traîtrise, le mystère, le poison, la beauté, le pouvoir. Est-ce que... Moi, des choses que j'avais pu lire, ils s'inspirent beaucoup. C'est des frères, beaucoup. C'est pas forcément la figure de Lucrèce. Lucrèce, au contraire, c'était une femme aimée de son peuple, des arts, qui a soutenu les arts. Enfin, c'était une femme assez lumineuse, qui s'est fait marier quand même par ses frères. Et à chaque fois, parce que j'étais allée à Ferrare. Ah, vous êtes allée à Ferrare? J'ai vu la tombe sur de les Lucrèce lieux. Borgia, j'ai vu le château. Ouais, c'était assez fascinant. Et en fait, c'est une figure extrêmement célébrée là-bas. Mais ses frères, son père, enfin la famille, s'en est servi. Mais il se trouve que c'était une grande diplomate et qu'à chaque fois, elle avait une capacité d'adaptation qui fait qu'elle... Donc c'est pas du tout... Je pense que Victor Hugo, il a eu besoin il a rendu les choses très romancées en se disant c'est une figure féminine. Et lui, d'ailleurs, je me souviens d'une discussion avec Denis au tout début du travail. Denis il dit, je me demande cette figure par rapport à l'enfant, par rapport aux hommes et tout ça. Je crois que Victor Hugo avec sa mère... En fait, moi, j'ai lu des choses. En fait, Victor Hugo était en totale admiration pour sa mère, qui est une des premières femmes qui a divorcé, qui était battue par son mari, qui s'est affranchie de ça, qui a eu un amant. Et Victor Hugo admirait sa mère. Donc, en plus, c'est plutôt des grands mouvements très... positif et lumineux pour la figure féminine. Lui, évidemment, il rend les choses, il les complexifie en faisant une figure extrêmement ambivalente et aussi sombre et obscure que lumineuse et aimante. Elle est aussi monstrueuse qu'elle est belle. Et et le rôle est intéressant pour ça, parce que mais j'étais intéressée en fait de voir à quel point cette figure dans l'historique, les faits en fait qu'on connaît d'elle n'étaient pas du tout ceux-là. Pourquoi est-ce qu'il transforme sa Lucrèce, Victor Hugo, pour en faire un succès? Mais je crois qu'il a cette volonté de faire descendre les grands personnages comme ça de la Renaissance, qui seraient comme dans des tapisseries magnifiques où ils sont représentés dans tout l'or et dans tout le profil un peu historique, et en fait il les prend, il les fait descendre, il les interroge humainement. Hugo, il est toujours fasciné par l'humus humain, de quoi sommes-nous faits, et donc il donne des qualités plébéiennes à des gens qui ont le pouvoir, et il donne des qualités de clairvoyance et de stratégie et de droiture magnifiques à des gens qui sont rien. La Gennaro, c'est comme Didier, qui est un autre personnage, c'est comme Rublas, c'est des gens qui... par la lumière de leur esprit, sont capables de se monter très haut, et le drame se fait qu'ils n'y ont pas droit, mais c'est toujours les mêmes figures, et Hugo adore inverser, comme dans des poupées russes qu'on mettrait un petit peu à l'envers. Lucrèce Borgia est la plus belle femme de l'Italie. Elle était extrêmement belle. À l'époque, elle était louée pour cette chose-là. Donc c'est d'abord une figure extrêmement attirante, même pour ces jeunes gens qui déplorent des tués dans chaque famille à cause des Borgia. Et dans cette femme la plus belle de l'Italie, il y a un monstre politique fou. Et un monstre sanguinaire aussi. Un monstre sanguinaire. Et dans ce monstre sanguinaire, il y a une mère d'une pureté absolue. Donc c'est toujours des figures inversées comme ça, où on passe du noir au blanc tout le temps. C'est comme, je sais pas, le roi s'amuse, le personnage de Triboulet. Donc c'est la pièce qu'il a écrite, que Victor Hugo a écrite de façon quasi concomitante à Lucrèce Borgia, et qui a été interdite, contrairement à Lucrèce. C'est la figure masculine, où on a un fou du roi qui ne s'en sort qu'avec ses blagues, son esprit, mais qui est difforme et qui est un père absolument magnifique. Donc dans l'être le plus vilipendé, le plus moqué du royaume, il y a un père absolument sublime à l'intérieur. Et très laid, non, Et il est très laid, absolument. Alors, pas sa fille.
Lucrèce Borgia, monstre sanguinaire, beauté diabolique, complètement consumée par son amour maternel non assouvi, parce qu'elle cherche l'enfant en fait, qu'elle n'a pas élevé. Cet enfant né d'une relation, je me relis parce que c'est quand même un peu complexe, né d'une relation incestueuse avec l'un de ses frères, Jean, qu'elle assassine. Non, c'est l'autre frère. César assassine Jean. César qui l'a violée. Elle. Oui, c'est une relation un peu, voilà, un peu unilatérale. Ça fait beaucoup. Elsa le Poivre. Comment ça fait beaucoup pour un personnage, mais ça fait beaucoup aussi à intégrer, non ? Pour une comédienne, comment est-ce qu'on intègre cette biographie-là ? Oui, c'est sûr. Et mais en même temps, il y a toutes les données, tout est écrit, quoi. C'est-à-dire, c'est des grands textes pour ça. Tout est dans le texte. Donc après, la pièce, elle commence et elle va se dérouler sur une journée. C'est l'aboutissement en fait de tout ça. C'est cette énergie-là. Et d'ailleurs, je sais que Victor Hugo, c'est Denis Podalides qui a insisté beaucoup là-dessus. Je crois qu'il a écrit vraiment d'un jet, quoi. C'était assez fulgurant, la façon dont il écrivait. Et je pense que c'est ça, c'est un mouvement. En fait, c'est le début de la fin quand ça commence. Donc évidemment, intégrer ça, c'est-à-dire que vous déjà arrivé à la fin. Il n'y a pas à l'incarner, ça. Enfin, il y a un petit peu la vengeance sur les jeunes gens à la fin. Il y a 2-3 scènes un peu musclées où d'un coup on voit Lucrèce à l'œuvre. Mais sinon, c'est ce qui est dit d'elle. Mais c'est pas ça qui s'incarne, puisque l'histoire, le zoom, il va être sur sa relation avec ce fils à qui elle ne dévoile rien. Et par peur de le faire fuir, tellement sa réputation la rattrape. Donc elle se tait, c'est ce dilemme-là de se dire, mais jusqu'au bout, elle se tait, alors que tout au long de la pièce, on dit, mais vas-y. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle se tait ? C'est qu'elle a peur de le faire fuir, d'être encore mais surtout de le mettre en danger. Et de le mettre en danger. Si les gens apprennent que c'est un Borgia, c'est un des membres de cette famille Oni à abattre, donc il a 24 heures de survie devant lui. Parce qu'elle l'a pas élevé, mais en même temps, elle a veillé sur elle a veillé sur lui toute sa vie. Elle l'a planqué justement, elle l'a sauvé petit. Et que en fait, c'est ça, elle l'élève de loin. Elle l'a toujours vu de loin. Et c'est les premières fois où elle s'approche. Et c'est la première fois où elle le voit de près. De près, et qu'elle s'approche de lui. Et plus elle s'approche, et plus elle le met en danger. Donc c'est quelqu'un d'incandescent comme ça. Dès qu'elle s'approche de quelqu'un, et plus elle s'approche, et plus il la trouve incroyablement belle, et plus il pense qu'une relation est possible. Ce qui, en soi, est une relation évidemment absolument impossible. Mais il ne le sait pas. C'est une pièce sulfureuse. Parce qu'il y a quand même l'inceste en fil rouge du début jusqu'à la fin, et même avant le début. Oui, après c'est sur l'ambiguïté, en fait. Le fait qu'elle ne révèle rien crée l'ambiguïté de c'est quoi cette relation, qu'est-ce qu'elle me veut cette femme, dans le désir, dans cette jeunesse d'un coup de se dire pourquoi cette femme me court après. Voilà, le côté sulfureux, il est dans l'intrigue. Maintenant, après, il va y avoir la relation aussi au mari, parce qu'on comprend qu'elle est à son 4e mari. Enfin, en fait, c'est fait des 3 premiers. En effet, c'est comment la femme qu'elle est, l'épouse qu'elle est, la maîtresse qu'elle est, toutes les ramifications se créent sur ce biais-là, sur ces intrigues-là. Puis c'est une thématique assez courante, c'est-à-dire comment on peut laver les crimes qu'on a faits en faisant un enfant innocent de tous ces crimes-là et qui serait quelqu'un de bien. Comme si la descendance pouvait, Astyanax dans Andromaque, finalement cet enfant qui est envers et contre toute logique et stratégie politique est conservé par Pyrrhus. C'est une manière pour Pyrrhus d'effacer tous ces crimes, pour dire s'il y en a un qui doit survivre, si je peux faire quelque chose de bien, c'est cesser cette série de vengeances et le laisser tranquille. Donc c'est exactement la même scène. C'est un peu cette logique-là. Parce qu'elle, d'une certaine manière, elle est cramée. Elle fait trop partie de sa famille. Elle est dans un chemin, tu le dis. Elle pense qu'elle est cramée. Sur un chemin de crime. Après, elle sait qu'elle est cramée. Elle a l'espoir d'un avenir avec lui. Elle passe son temps à émettre ça, mais c'est de l'utopie totale. Elle sait. Je pense que la pièce commence. Elle sait. Bon, là, elle s'en approche, il y a cet espoir-là. Mais ces petites tentatives, ces tentatives de se racheter et d'essayer. Elle dit dès le début, je n'étais pas faite pour faire le mal, j'ai suivi finalement la logique de ma famille, son veine, et elle le sait. Ça, vous en êtes convaincue. En tout cas, elle a envie d'avoir ce regard, que lui porte ce regard sur elle, en fait. Elle est assoiffée de ça. Qu'elle puisse être regardée avec douceur, tendresse, lui redonner une place
de mère, en l'occurrence, sans lui dire, mais elle n'attend, enfin c'est sa quête absolue, mais elle n'a pas peur de mourir, elle n'est pas du tout dans cette fébrilité-là, pas du tout. Par contre, elle veut le sauver enfin, elle est prête à mourir pour le sauver. Donc, elle va commettre quelques erreurs, en fait. Elle s'approche trop. S'approcher trop, le premier acte, par exemple, c'est déjà trop tard, en fait. Alors, Sefa, vous plongez dans cet univers rayonnant des Borgia. Voilà, après Bertolt Brecht, vous avez chanté, joué. Vous rencontrez cette langue de Victor Hugo, qui est quand même c'est un élément structurel quoi, dans cette pièce. Se coltiner cette langue qui est tout à fait le contraire de la sobriété, le contraire du minimalisme, qui est dans l'excès. Là, je sais que c'est une question difficile. J'avais dit une question et pas deux. Mais attendez, je vais Denis Podalides dit c'est une langue saturée de rêves. Ça va pas vous aider des masses non plus, mais en gros, comment est-ce qu'on apprivoise cette bête-là ? Parce que c'est autrement peut-être plus difficile que voilà. Un acteur très contemporain, il y a une modernité c'est pas une langue moderne non plus, c'est une langue qui assume, alors c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre ensuite, mais c'est une langue lyrique, impétueuse. Comment vous y allez-vous ? Comment vous vous êtes approprié vos textes ? Comment je sais pas. Vous l'avez appris par cœur ? Oui, T'as appris tous les noms propres déjà. Ouais. Ah oui, alors il y a quand même du name dropping du début jusqu'à la fin. Dès qu'ils peuvent. Mais pourquoi ? Alors ça, ils s'amusent avec la sonorité italienne, je sais pas, il y a quelque chose... Je pourrais pas me permettre de dire, sachant que j'ai pas tant travaillé sur la pièce que ça, mais je crois que ça fait toujours partie de cette histoire de... Pas de prouver sa valeur, mais il faut toujours s'accrocher à quelque chose. En fait, même dans leurs amitiés, les uns et les autres, s'ils font confiance à quelqu'un, c'est parce qu'ils savent que leurs pères ont fait la guerre ensemble. J'ai l'impression quand même, et un peu dans ce que vous disiez par rapport à laver tous les crimes passés par le futur, il y a aussi ce truc de rester accroché le plus possible au passé, et c'est ça qui fait la gloire, c'est ça qui fait que les familles sont riches, c'est ça qui fait que les familles sont respectées, etc. Et donc dès qu'ils peuvent... Et c'est ça qui fait qu'il y a des logiques de vendetta aussi, qui fait que le crime rebondit d'une génération sur une autre tout le temps. Donc on convoque les noms des familles... Les enfants innocents sont en charge des crimes de la génération dessus, et les oncles, les frères, les pères... Et tout le monde est à venger s'il y a eu un problème. Et comment on s'attaque à cette langue je sais pas, avec une humilité, simplement comme elle disait Elsa, en fait tout est écrit, il reste plus grand chose à faire que de le transmettre au public, et là je crois que Denis il a choisi un mode assez pratique où en fait on n'est pas en relation directe, mais il n'y a pas tant de filtres que ça entre nous qui parlons et les spectateurs. On leur raconte l'histoire. Ils nous disaient ça tout à l'heure, qu'en fait, on n'essaie pas de faire que les spectateurs viennent à l'histoire, mais on va à nous avec l'histoire vers eux. Et du coup, ça fait que la langue, elle est très simple aussi. C'est vrai qu'il y a des mots... il y a un usage assez ancien de temps en temps, il y a des tournures qu'on ne dit plus, mais sinon dans la composition c'est relativement simple. C'est de la prose. Ouais, aussi. Oui. Oui, moi je trouve qu'il y a des phrases courtes, je trouve ça... Ça, vous trouvez ça moderne ? Ah ouais. Il y a des phrases courtes et puis il y a des longs monologues qui ne sont pas des monologues de construction de pensée, qui sont une chose qui s'expanse comme une chose, comme un souffle organique. On a tous un peu ce fantasme, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, d'un Hugo écrivant debout, revenant, bougeant, etc. dans sa pièce, essayant immédiatement testant ce qu'il vient d'écrire. Et c'est
à mon avis, c'est assez juste parce que même de temps en temps sur les répétitions, on sent que Hugo, c'est pas forcément attaché à bien équilibrer sa langue. Il y a presque des choses, on a l'impression que c'est presque une première version. Ce qui fait que pour nous, de temps en temps, c'est très compliqué à apprendre parce qu'il y a des répétitions, des choses qui peuvent paraître comme ça maladroites, mais il y a une espèce de grande volonté. Des fois, je me dis que ce mec-là devait avoir une cage thoracique dingue, parce que le souffle qu'il met dans les répliques, la longueur des répliques, et qui sont encore une fois pas de la stratégie politique. C'est comme une espèce de libération verbale, comme ça, où les gens ont besoin de parler pour se sentir. C'est pas une langue intellectuelle ou intellectualisée? En tout cas, elle ne paraît pas comme ça à la dire. Après, il faut l'incarner. Denis nous donne un procédé aussi. Là, il était une fois. Par exemple, moi, à un moment, sur cette première scène, j'ai un air. Enfin, c'est presque un aria. Enfin, justement, absolument. il disait... Lui, il aimait ça, Denis. Il avait envie de quelque chose qui, voilà, d'un coup, il y a l'avant-scène, c'est adressé au public, c'est en même temps pour le partenaire, c'est pour elle-même. Mais c'est comme un chant. Ce serait tout à coup un chant, un aria, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que la langue le demande, parce que tout à coup, il y a cette espèce de nécessité absolue à dire tout ça. À qui, comment, il y a une répétition des mots, tout à coup, il y a comme un chant, un chœur, et ça, c'est écrit, donc on ne peut pas en faire l'abstraction. Donc c'est comment on le prend en charge, sans en faire non plus quelque chose de totalement éthéré. Donc voilà, c'est... Et finalement, rythmiquement, moi, cette donnée-là, de savoir qu'il a écrit les choses d'une manière un tout petit peu fougueuse, et puis d'un jet, ça aide, parce que c'est une histoire qui avance sans cesse. Elle est tout le temps en train d'avancer. Il n'y a rien qui se pose. Quand ça se pose, il y a la stupéfaction d'être l'un près de l'autre, de se surprendre à approcher l'autre. C'est ça les temps. C'est pas autre chose. C'est pas je suis en train de réfléchir à ce que je te dis. C'est au contraire, les choses vont trop vite et j'essaie de les freiner parfois. Voilà, c'est des personnages qui sont débordés. Donc ça ne fait qu'avancer. Et ils sont très au présent. C'est ça qui est très beau dans le paradoxe, c'est que l'histoire se situe dans des familles politiques, avec des vengeances, des stratégies. On pourrait se dire c'est très pensé tout ça. Et en fait, les personnages ne parlent qu'au présent. Ils sont débordés par leurs désirs, ils sont débordés par leurs peurs. Donc ils sont dans un terrain extrêmement stratégique, ne l'étant absolument pas. Les jeunes seigneurs, par exemple, on leur dit depuis le début qu'elle est dangereuse. Depuis le début, il l'évoque comme étant vraiment celle qu'il faut fuir. Et pour la beauté d'un baiser sur la joue, d'une femme magnifique et d'une soirée dont ils ont envie, ils rentrent dans un piège, mais avec un grand aveuglement. Donc ils ne sont personne n'est stratégique. C'est ça qui est très, très beau. Dans cette histoire politique, chacun est bouleversé et chacun a besoin de dire pour comprendre lui-même ce qu'il est en train de vivre. Donc c'est très chouette à jouer parce que il y a une qualité monstrueuse à ça. Il y a un grand plaisir à dire ce qu'il ne faudrait pas dire. Un grand plaisir à se laisser déborder. C'est une pièce qui est portée par une idée de la fatalité. Enfin, c'est ça dont il s'agit. Non, c'est des déclarations d'amour. C'est le dernier sursaut d'une femme qui a envie d'hurler son amour et qui, pour ne pas détruire l'autre, le retient. Mais c'est cette quête-là. C'est le jaloux. Donc qui va faire cet acte 2, on va bientôt aborder là sur le plateau, mais qui est un espèce de morceau de bravoure de 45 minutes où le couple passe par tous les états. C'est la dispute. Oui, mais sauf que lui c'est animé par une jalousie maître étalon redoutable et elle ne comprenant pas que ce soit la jalousie et donc les quiproquos et puis ensuite la manipulation, mais en même temps tout ça sur un fond de désir où elle est pas allée voir ailleurs. En fait, c'est tout à coup de dire mais vous vous trompez. Donc personne ne se comprend pas dans cette dispute. Non, parce qu'elle dit pas la vérité. Donc et on pense qu'elle va le dire à un moment donné. Ouais. Et elle ne le dira jamais. Son âme sœur des crimes, c'est Gubetta. Pareil, Denis Podalides voulait qu'on travaille sur le fait que c'était un homme avec qui elle avait eu une relation même plus charnelle. Enfin que voilà, ce soit pas simplement une fonction, que on sente l'intimité. Donc toujours remettre un petit peu ça au cœur. Et pareil, ils se sentent manipulés. Enfin en fait, tout le monde se sent perdu là avec une donnée qu'elle n'a livrée à personne. Alors ce deuxième acte justement, c'est cette scène, c'est votre scène tous les deux, cette dispute,
c'est quand même une montée en régime, enfin, je veux dire, pour tenir cette scène et ces méandres, c'est physique, c'est du souffle, il y a parfois du grotesque au sublime, on est d'accord, je ne suis pas en train d'insulter vos personnages. C'est là le où ridicule, Hugo fait une Bêta révolution. parfois est ridicule aussi. Hugo, il fait cette révolution-là, c'est-à-dire que le thème est tout à fait de tragédie classique, c'est-à-dire que l'amour empêche de gouverner. C'est l'amour et la raison. La raison, on gouverne avec la raison, mais à partir du moment où on est perturbé par un sentiment, on n'arrive plus à gouverner. Donc, c'est Racine, sauf qu'on n'est pas dans la rigueur d'une langue racinienne où la musique est dit. Là, il y a une espèce de débordement et de grotesque. C'est ça qui est magnifique chez Hugo, c'est qu'effectivement, dans la figure la plus grande, il y a aussi une chose qui creuse extrêmement bas. Et chez des êtres extrêmement bas, il y a une lumière qui vient d'en haut. Donc cette chose-là, ce qui fait qu'on n'est jamais catalogué en tant que personnage en se disant j'ai une voix, je représente telle couleur dans la famille du spectacle. Chaque personnage a une espèce de palette assez extraordinaire. Ce qui fait que oui, cette scène, puis il n'y a pas beaucoup de scènes quand même dans les répertoires où il y a 40-45 minutes de duo, presque comme un duo de danse. De duo comme ça, où finalement, oui, c'est la complicité et le plaisir dingue d'avoir cette opportunité-là. Puis, de temps en temps, quand on est 10 sur un plateau, on a une règle commune, on fait attention, chacun est en charge un peu de la définition commune. À deux, il n'y a pas de définition, c'est-à-dire si je pars quelque part, Elsa me suit, si elle part quelque part, je la suis, et c'est un grand bonheur pour nous parce que on se perd pas, on perd personne, on n'est que deux à construire cette chose-là et c'est un grand bonheur. Moi, de ma carrière, j'ai pas eu une scène aussi dense, aussi longue, aussi construite, il y a tout à jouer dedans. C'est-à-dire, c'est un grand plaisir pour l'acteur, quoi. Il y a l'amour, la haine. Le rejet, le désir. La soumission, l'autorité, enfin tout y passe. Ouais. Tout y passe. la fatigue, la connivence, tout à coup, l'épuisement, le renoncement, l'espoir. En fait, elle ne fait que ça. C'est tout le temps en rebond. Donc c'est génial parce que, en fait, c'est pas la même idée qui se déploie. Non, ça virevolte. Donc ça ne peut que nous mettre en tant qu'interprète au présent, ce que vient de dire Eric, on connaît, nous, les charnières des changements d'idées, mais même en jeu, en fonction de... On ne peut que être dans le rythme de l'autre. Ça veut dire que d'un soir à l'autre, puisque vous l'avez déjà joué, cette pièce, ça change ? Ça peut changer, oui. Après, on connaît le squelette, je dirais, de la structure et le rythme global. Quand je parlais de la chose qui avance, ça, par exemple, Eric, je sais qu'on est assez accordé là-dessus, où... D'accord, on va pas s'attendre. Non, c'est quelque chose qui avance. Ça, on est assez d'accord sur le mouvement général. Après, à l'intérieur, les variations sur ce qui est demandé, parce qu'on en connaît un peu les couleurs, le cocktail, on l'a. Mais si tout à coup, ça se déploie d'une manière plus intime à un endroit où la veille, c'était plus claironnant, mais que l'idée, la pensée est la même, enfin que l'indication n'empêche pas l'autre de jouer quelque chose de précieux, parce qu'on a chacun nos rendez-vous aussi qui construisent notre figure. Mais si on ne trahit pas ça, je veux dire, après, les variations, elles peuvent prendre plein de couleurs différentes. On a quelquefois inventé des choses en jeu en se disant « Ah, ça c'était super », puis on essayait de le construire derrière. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que c'est monstrueux. Quelquefois, les acteurs, on a peur d'en faire trop. On est gourmand avec ça, on rentre dans les rôles, on développe un petit peu. Et sur certains répertoires, ça n'est pas bien. Ça s'appelle potentiellement cabotiner, ça s'appelle potentiellement tirer la couverture à soi, enfin, voilà, ce genre de choses. Chez Hugo, en fait, ça consomme le cabotinage. Il faut presque le faire. Et finalement, on le fait sans se dire « Oh là là, j'en fais trop », parce qu'on propose, on met du charbon dans un truc qui se consume. Ça veut dire que vous pouvez aller dans l'excès, parce que c'est appelé par le texte. Moi, on a eu des fous rires déjà sur cette scène. Quand il y a des ce deuxième acte ? Oui, quand il y a des fous rires qui pointent, moi c'est toujours la preuve que ça joue bien.
C'est toujours la preuve qu'il y a du plaisir, Pourquoi qu'il y a de la complicité. Parce que le fou rire vient quand on est bien, quand on a une surconscience, qu'on est en train de conduire quelque chose et qu'on sait qu'on le maîtrise, etc. et qu'on observe plein de choses, qu'on est capable d'être absolument avec son partenaire et puis en même temps de voir qu'elle est en train de manger ses cheveux, enfin voilà. Plein de choses comme ça, ou que j'ai les cheveux à moi qui sont collés sur sa robe et qu'on passe 10 minutes, l'air de rien à défaire. Enfin, voilà. Cheveux pris dans les boutons. J'adore cette scène pour ça, parce que mais c'est le théâtre d'Hugo qui permet ça. Il est très particulier là-dessus, parce que, encore une fois, il consomme du trop. Là où généralement on se fait engueuler, là finalement c'est un théâtre qui demande d'ouvrir. Donc c'est chouette, parce que plus on progresse dans les rôles, et plus l'histoire se passe, et plus... les reprises, c'est extraordinaire pour ça. Denis Podalides, sur cette histoire d'excès, dit que c'est quand même un énorme travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes et de lâcher la bête, quoi. Il y a une précision oui, puis la pensée, comment dans elle la se tricote. puissance. Puis elle se tricote, la pensée, énormément. Je veux dire, on voit bien chaque scène, en fait, quelles sont les répliques qui, à un moment donné, basculent. Donc c'est pas qu'un jet d'humeur ou d'énergie, pas du tout. C'est la pensée qui avance, mais c'est cette pensée-là qui est virevoltante et qui convoque cet excès-là. C'est vraiment le texte, tout est dans le texte et la nature du texte, la matière du texte. Et s'il y a un air, si tout à coup il y a une phrase, c'est-à-dire que l'énergie, par exemple, l'énergie de la sortir, cette grande phrase, faut bien y aller. L'énergie en question, là, ce que vous décrivez, c'est dans le texte. Il y a quelque chose d'évident dans le texte. Oui. Ou alors moi, quand je parlais de modernité, c'était la première fois que je jouais Hugo. Les phrases courtes, les phrases. C'est là où je trouvais, mais c'est incroyable, l'aplomb d'une Lucrèce Borgia qui dit tac, 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 tac. Et ça peut créer aussi justement cette jubilation dont parlait Eric, c'est ça. C'est tout à coup, en un mot, mais on a l'impression qu'ils se parlent. C'est une vraie conversation, oui. Donc il y a un classicisme qui est en même temps redoutable parce qu'il il est très changeant. Il y a des moments lyriques, complètement enflammés, puis des moments, au contraire, c'est très pragmatique, très simple. Clac, clac, clac. Par contre, pareil, là, ça avance, quoi. Ça... Puis c'est méchant, c'est cruel, et c'est tellement bien écrit que cette méchanceté, cette cruauté-là, elle est jubilatoire. Bravo. Il y a plein de rôles où la méchanceté, il faut tomber dans des abîmes, etc. Là, ça peut passer par le rire. Ça peut passer par le plaisir fou de réussir à faire un showstrap pour son partenaire, à l'attraper à un endroit où elle pensait s'être sauvée. C'est magnifiquement écrit. Il y a des rires dans la salle. Il y a le personnage de qu'il les cherche, Hugo. Hein. Il les convoque, les rires. Enfin, on sent. Parce que même les fois où pour le coup, c'est marrant parce que là, avec la reprise, j'ai regardé les captations pour me remémorer un peu les mouvements, tout ça. Donc c'est toujours un peu délicat de se voir. Mais bon, au moins ça donne l'ensemble, une vue d'ensemble de ce qui se raconte dans le groupe, enfin le collectif. Et c'est très intéressant. Et j'entendais les gens rire. Et en fait, moi, spectatrice de cette vidéo, je me disais, mais je comprends très bien, et tant mieux, c'est formidable. Et c'est très bien que les personnages qui sont, eux, au premier degré, complètement pris dans leur piège à se débattre et tout ça, que eux ne participent pas au rire du spectateur, soient conscients de ce que ça provoque. Ça, c'est la petite lumière qui fait que on est connecté au public. Mais le fait que ça rit, mais c'est génial. Je veux dire, moi, à la fin, quand sa tante, enfin l'histoire de sa tante, ça c'est dur à sortir, quoi, parce que je suis à un moment du spectacle où émotionnellement, je suis un peu au taquet. Quand j'entends des vagues de rire, ça peut être déstabilisant, en fait. Mais ça l'est relativement, parce que d'un coup, je me dis, mais c'est tant mieux, en fait, ça met une bouffée d'air. Parce que c'est insupportable. Oui, les rires sont là pour ouvrir le couvercle quand même. Exactement. Parce que sinon, c'est une espèce de montée de 2 heures et quelques. Ouais, on va vers le drap, plutôt une descente. Ça s'enfonce. Et là, à chaque fois, c'est des espèces de... Il soulève le petit chapeau de la cocotte minute, quoi. Et c'est quand même incroyable de faire ça. Votre personnage, Eric, il va vers le rire. Enfin, en tout cas, il va vers... Parfois, il peut être... dans le grotesque. Il est à terre et puis... C'est quand on joue des situations avec beaucoup de sincérité et des situations qui sont folles, donc la sincérité, elle est insensée.
c'est là que les gens rient. Et c'est toujours un très bon rire. C'est pas un rire parce qu'on est ridicule, c'est pas un rire parce qu'on fait des clowns. C'est un rire parce que la cruauté de la situation, la crudité de la situation est telle que le réflexe des gens, c'est d'en rire. C'est un rire de soulagement. C'est ni un rire intelligent, ni un rire de clown. C'est un rire où face à des abominations, c'est aussi des personnages que les gens adorent haïr. Donc dans le adore haïr, il y a du rire. On a envie qu'il soit pire encore. Voilà, on a envie que ça continue, qu'ils aient encore des circonvolutions entre eux. Parce que ce duo n'est que la rencontre de personnes qui historiquement s'aimaient d'ailleurs, mais là sont deux monstres dont les intérêts ne sont pas les mêmes, et c'est comme un match de haute volée, quoi. Ça monte au filet tout le temps, et c'est extraordinaire à jouer. Ça, c'est quand? Vous recommencez à répéter demain? Je ne sais pas si on l'abordera demain. Non. Soit peut-être après-demain. Alors, il s'agit d'une reprise. Sefa, vous faites partie de la nouvelle distribution dans cette reprise, et c'est intéressant de voir, moi j'ai pu assister à ça cet après-midi, comment ça se passe, comment vous cherchez, et finalement, ce qui m'est apparu, mais j'aimerais bien avoir votre regard, mais c'est que vous cherchiez des tas de choses qui étaient évidemment tout sauf anecdotiques, mais qui en ont l'air. Où est-ce que je mets la mantille, le lacet, voilà. Là, une partie de la distribution change, donc il faut... Dans le corset, comment on fait? Voilà, comment est-ce qu'on installe les bancs sur la lagune, ça, plus le reste. Mais comment est-ce que vous vivez cette reprise? Comment est-ce qu'on s'intègre finalement? Parce que vous avez 2 semaines en fait. Oui. Comme eux, mais eux ont déjà joué un certain nombre de fois ces rôles pour y aller. Comment vous observez le travail de Denis Podalides qui se ressaisit de sa pièce, les acteurs qui se ressaisissent de leur pièce, et puis toute cette nouvelle distribution, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes, dont vous, Sefa. Pardon, j'avoue, j'ai pas très bien compris le... Comment ça se passe, une reprise? C'est-à-dire, c'est votre première reprise? C'est votre première reprise à la Comédie Française? À La Reine des Neiges, c'était aussi une... Ah, La Reine des Neiges, exact. Oui. Et ben, en fait, c'est un peu particulier parce que on n'a pas le temps. Donc, en fait, on se pose pas 50 milliards de questions. On essaye. Et en fait, je crois pas que ça change tant d'une créa parce que, en fait, on essaye des choses et puis la personne à la mise en scène nous dit, bon, bah, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais là, c'est sûr qu'il y a un endroit où on peut faire plus confiance. Parce que tout n'est pas à créer. De toute façon, c'est un peu simple, mais à un moment, je dois monter sur le bateau. Et en fait, je ne savais pas comment j'étais censé monter sur ce bateau. Et ben, Eric, il me dit, en fait, moi, je me mets là et il y a mon épaule et juste tu t'appuies dessus. Et donc ça nous évite, je ne sais pas, 2-3 filages à tenter de trouver la meilleure façon de monter possible. Et du coup, ça nous permet de nous concentrer sur des choses plus concrètes, genre le texte. Le dire à la bonne personne, le dire de la bonne façon, et ensuite c'est à la mise en scène de nous donner... De vous guider, la mise en scène qui existe déjà. Ouais. Ça veut dire que vous avez regardé les captations Ouais. Mais comme dit, il y a des endroits où ça change. C'est du théâtre, donc en fait, peut-être que ce soir-là, la personne est tombée. Et si elle est tombée, du coup, est-ce que je dois reproduire sa chute ou pas? C'est bête, mais... C'est des endroits où du coup ça fait vachement plaisir d'avoir des gens qui l'ont déjà fait. Et alors moi je vous ai vu avec vos 2 Gubetta, Christian Eck et Thierry Ancis, ce qui veut dire concrètement que quand on travaille une reprise avec des personnages qui sont joués en alternance par 2 comédiens ou 2 comédiennes, ils doivent être présents à la répétition, et vous, c'est double peine ou double ration, ça dépend. Mais donc vous faites les scènes, peut-être pas toutes, mais 2 fois, pour chaque comédien. Puis des petits tops qui diffèrent en fonction de ce que préfère l'un, l'autre. Mais bon, ça m'amuse. Mais il y a des tops qui ne sont pas les mêmes. C'est quoi des tops? C'est les fameux tops du régisseur? Ou quel moment dans le texte je regarde l'un, alors que l'autre préfère que je le regarde un autre moment. Donc bon, ce sera à moi de m'en souvenir. Mais j'aime bien, c'est des petits challenges que j'aime bien. J'ai pas du tout envie de me simplifier la vie en me disant mais non, c'est là que je te regarde, voilà. Mais en fonction, parce qu'ils ont 2 personnalités, ils ont campé 2 personnages très différents, et moi je trouve ça intéressant.
les gens qui font ce métier pensent toujours que la reprise empêche d'inventer. On a toujours l'impression, tu reprends, j'ai pas créé le rôle, donc je vais être tenu à faire un truc. Et en fait, on n'a pas à se prendre toutes les portes que le premier copain a prises dans le nez. C'est-à-dire, le premier copain, il a essayé d'ouvrir toutes les portes du sens, et puis il a fait tous les essais infructueux. Et puis au bout d'un moment, il a vu que cette porte-là de sens, elle est évidente. Et quand vous reprenez, vous allez directement dans cette porte-là, donc elle est moins mal au nez, parce que toutes les autres, en fait, vous savez qu'elles ne s'ouvrent pas. Et la vraie liberté, elle va se créer dans l'échange, dans la précision des regards, parce que c'est la nature de Sefa, et c'est plus la nature d'un autre, et que ça va se faire, et que la vraie liberté, la vibration, elle est là. Elle n'est pas du tout, je suis libre parce que mon copain est rentré à court, je vais rentrer à jardin. Ça, c'est pas de la liberté, c'est juste de s'empêcher de tourner en rond, c'est pas du travail. Par contre, dans les 2 centimètres qui sont la liberté de Sefa, c'est là où c'est le plus important. Et c'est là où c'est le plus productif. Donc c'est chouette les reprises pour ça. Ouais. Vous sentez les choses évoluer là par rapport à 2017 ? Bah oui, ça en plus c'est des partitions. Quand les choses ont infusé, il s'est passé beaucoup de choses en quelques années, donc c'est des retrouvailles formidables. Alors là, pour l'instant, on fera des filages, je crois, lundi, mardi prochain, donc il y aura la sensation de... Pour l'instant, c'était le premier plateau, on reprend nos marques, mais c'est... Elle me fait rire. Non, parce que... On reprend nos marques, tout est absolument... Ça fait déjà une semaine qu'on se dit... parce que Elsa vient de jouer d'autres choses, qu'on est tous un peu fatigués, donc c'est toujours cette période de l'après-décembre, début janvier, toujours une espèce de coup de mou, donc on se dit, on y va tranquille, hein, on place. Et je te regardais cet après-midi, tu parles. Mais ceci dit, à Escande, j'ai essayé de plus Et c'est ça qui est beau dans la reprise aussi, c'est parce que au bout d'un moment, tu joues le même rôle 7 ans de suite. Retenir. Oui, là, vous reteniez pas du tout cet après-midi. Oui, mais parce que... Ou alors, il faut pas le jouer. C'est-à-dire que... Ou alors, moi, je me dis, c'est une Allemande. Mais en l'occurrence, il y a le metteur en scène. C'est compliqué. C'est aussi un exercice compliqué. Mais en effet, en incarnant, c'est parce que c'est la énième reprise. C'est qu'au bout d'un moment, tu n'as plus d'effort à faire. Dès que tu repasses dans ce chemin-là, il sort la noisette tout de suite et ton émotion vient. Tu n'as pas à acter. C'est extraordinaire de voir ça. Vraiment. Et puis... Moi, j'adore ça, et cette maison, elle est dingue pour ça. C'est qu'un Loïc Corbery qui fait le misanthrope pendant 10 ans, comment il évolue à l'intérieur de ce misanthrope-là. En ce moment, Elsa qui joue Lucrèce Borgia depuis des années, plusieurs, c'est 6-7 ans, ça fait 7 ans, c'est ça, 4e reprise C'est là, ce sera la 4e, je ne sais plus. Oui, il y a une tournée aussi. Troisième. On vit, le texte mature, on rajoute des couches, et puis on vit tout simplement. Il y a des pans de rôle qu'on pensait, puis à un moment on n'a plus à les penser, on n'a plus qu'à les dire, parce que l'épaisseur de nos âges, enfin voilà, l'âge venant, l'expérience venant, il y a une chose comme ça. Et puis moi j'observe Sefa, et ce qu'il ne sait pas, Sefa, c'est que par exemple jouer un des jeunes seigneurs dans Lucrèce Borgia, c'est un accélérateur de particules amicales dans une troupe, parce que les rôles sont comme ça, c'est-à-dire que seul, on ne peut pas répéter le parcours de Sefa de 10h à 22h à 23h, il n'y a pas assez de matière. Par contre, on répète toutes les scènes des seigneurs, donc ils sont absolument ensemble. Le fait d'être ensemble, même à un moment, à la fin, quand vous êtes en pause nuit, vous finissez, on dirait une mêlée de rugby, c'est tout con, mais voilà, t'as l'impression que là se créent des amitiés. Moi, il y a très longtemps, j'ai joué Gennaro, et je me souviens, c'était Thibaut de Montalembert, c'était Samuel Le Bihan, c'était Alain Langlais. À l'époque, on faisait tous les jeunes seigneurs, et on est tous venus très potes. Et j'observe là Sefa et les nouveaux qui viennent, et je sais que ça va être une couche pour eux super importante. Donc ça, Sefa ne le sait pas, mais moi je le repère parce que je l'ai vu. Mais c'est chouette. C'est une pièce importante, c'est une pièce du répertoire depuis, je crois, 1918. C'est une pièce importante. Lucrèce Borgia, parce qu'on a parlé de Cyrano il y a quelques semaines, on sait que c'est une pièce structurelle quoi, dans l'histoire de la littérature française, mais aussi dans l'histoire du théâtre. Lucrèce Borgia a une place à part. Pour vous les acteurs peut-être. C'est chez Hugo déjà le fait d'écrire des rôles de femmes tellement très grand rôle de femme. Voilà. Très grand rôle de femme. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus pléthorique. Donc celui-ci, on a une jeune académicienne, là, Léna,
qui est rentrée au conservatoire avec Lucrèce Borgia, et je la vois écouter Elsa. C'est très beau, parce qu'elle est... Et d'ailleurs, dans la pièce, il y a une sorte d'entrée de Lucrèce Borgia. On s'est toujours dit que celle qui l'aidait à rentrer, comme si elle ne devait pas se salir dans un marécage, donc il y a un système de planches comme une cité lacustre, comme ça, l'aqua alta, absolument. Et donc, à chaque fois, l'indication, c'est que toutes ces jeunes femmes qui regardent Lucrèce sont des Lucrèces potentielles. Et c'est le regard de Léna sur Elsa est magnifique, parce que oui, c'est un rôle. N'importe quelle jeune comédienne se dit, si un jour je peux jouer Lucrèce Borgia, c'est qu'une tartine. C'était votre cas, Elsa ? C'était votre cas ? Jeune actrice ? Non. C'est un rôle qui vous... Voilà, vous le jouez, et puis vous passez à autre chose, et puis vous le reprenez. C'est un rôle auquel vous pensez, qui vous... Oui, Lucrèce, c'était... puis c'était... Au tout départ, comme c'était Guillaume, c'est vrai que je n'étais pas dans cette histoire-là. Et puis quand Guillaume a rendu son rôle, c'est vraiment sa volonté. Et Denis a réfléchi, et il se sentait pas de remplacer Guillaume par un autre homme. En fait, finalement, c'était lié à Guillaume, à ce qu'il avait envie de voir chez lui. Et donc c'est revenu vers moi d'une manière un peu presque dans le naturel d'une distribution plus classique, disons. Voilà. Mais j'étais très heureuse de ça, parce que pour le coup, Hugo, ça a été j'avais lu, mais je l'avais pas... Il y a des longues tirades très puissantes. Puis quand elle rentre, elle sort pas. Et puis c'est pas Phèdre c'est costaud, mais je me dis, il adore les actrices, Racine, parce que c'est vraiment, elle rentre, elle part plus, mais ça dure une demi-heure. Enfin, il y a quelque chose de très carré comme ça. Là, voilà, c'est des grosses entrecôtes, quoi. Donc, cette sensation-là, elle était assez surprenante. Mais et puis la langue. C'était surprenant, vous dites, mais pas effrayant, pas vertigineux. Vous y êtes allé? Un peu au départ, parce qu'en plus ça a été une reprise pour le coup. Là, on parle de reprise. Moi, on l'a repris en 10 jours. Et donc moi, j'avais appris le texte 6 mois avant l'été. J'avais bossé beaucoup toute seule. Et puis quand on a travaillé avec Denis, ça a été 10 jours et c'était le rôle central. Enfin, donc j'étais comme ça. Mais après, en fait, comment ça s'est déployé 10 jours pour répéter le deuxième acte où vous êtes tous les deux et personne. Parce que là, nous, en fait, du coup, les rôles, disons, centraux, on est les mêmes. Maintenant, c'est tout le collectif qu'on recrée. Donc là, il y a tout le collectif du spectacle sur lequel, je veux dire, nos rôles reposent. Enfin, je veux dire, ce socle-là, il est précieux, quoi. C'est pas... Mais disons qu'à l'époque, c'était l'inverse. C'était Gennaro, moi et Thierry en 6. Enfin, c'était les 3 rôles assez centraux qui se retrouvaient en 10 jours à reprendre ces partitions-là. Mais voilà, mais en tout cas, c'est un rôle qui m'accompagne aujourd'hui parce que j'aime ce texte, j'aime cette figure, j'aime comme dit Ostermeyer, la constellation. On ne parle pas de distribution, on parle de constellation. Ah oui. Et j'aime ça. J'aime pouvoir la rejouer avec Eric aussi à ce stade-là de ses mandats, qu'on se retrouve à traverser cette partition ensemble 1 an et demi avant qu'il s'en aille en tant qu'administrateur. Non, mais voilà, ça me fait plaisir, retrouver cette pièce. Intégrer avec Céfa, on était sur l'Opéra de Katsu ensemble, donc on se connaît déjà. Et je suis très heureuse de le retrouver. Et voilà, et c'est cette jeunesse-là dont parlait Eric en les regardant travailler, enfin, c'est formidable, quoi. Alors vous avez des costumes de Christian Lacroix, ces masques de Louis Arène, peut-être voilà, les décors d'Éric Ruff. Qu'est-ce que tout ça vient raconter de ce Lucrèce-là, ce Lucrèce Borgia, mis en scène par Denis Podalides? Est-ce que je voyais comment finalement les costumes font partie intégrante de voilà, vos mouvements, de comment vous allez jouer cette scène, ce premier acte? Et c'est un costume refait, d'ailleurs. Ah bon? Il l'a refait tellement l'autre était usé. Vous l'avez usé jusqu'à la trame. Donc là, il est encore neuf. Donc il faut tirer dessus. Il faut le faire, ouais. Alors les masques, bien sûr, ça change beaucoup et c'est un élément du jeu. Est-ce que le costume aussi, à un moment donné, dans cet exercice-là, qui est celui de Christian Lacroix, avec lequel vous aviez l'habitude de travailler, Eric Ruff?
J'essaie de me souvenir, je crois qu'on était parti avec Denis. Il y a des dessins magnifiques, des eaux fortes, des encres d'Hugo, qui était un peintre. Et la manière dont il procédait est assez curieuse, qu'on a l'impression qu'il prenait des feuilles de canson, qu'il les baladait, et qu'il les trempait dans des flaques, qu'il prenait un peu de boue, tout ça comme ça. Puis il les laissait sécher chez lui, puis avec une réhausse de craie blanche, tout d'un coup, ça devenait une gargouille ou un bateau pris dans une tempête. Donc on aimait bien, puis on parlait beaucoup des travailleurs de la mer, où il y a des pages extrêmement dingues sur la marée basse, sur le cloaque maritime, les rochers luisants, la noirceur de tout ça. Donc on voulait faire une chose très, très, très noire. Pour le coup, tout d'un coup, la valeur d'une main, d'un visage blanc au milieu prenait une grande valeur là-dessus. Il m'avait dit c'est un bijou vénéneux dans la nuit. C'était ça son indication. C'est précis. Et avec Christian, je procède toujours de la même manière. Quand j'ai fini ma maquette, comme lui en rétroplanning peut faire ses costumes un peu plus tard, je lui présente toujours la maquette pour qu'il puisse savoir sur quelle ardoise il va présenter ses... J'ai déjà fait des scénographies très colorées, comme je sais pas, la vie de Galilée par exemple, où il y a beaucoup de couleurs, parce qu'il y a beaucoup de figuratifs, et puis des choses comme le Misanthrope qui sont très blanches, ou des choses comme Lucrèce Borgia qui sont très noires. Donc Christian à chaque fois sait sur quel canson, sur quel fond il va dessiner. Et moi, ce qui m'épate dans cette pièce, parce que la culotte à trousse n'est pas simple. Non, ça je suis d'accord. Je voulais juste en parler justement, c'est fin. C'est vrai ? Ah, merci beaucoup. Vous êtes quand même doté d'un costume. Ces jeunes gens sont dotés de costumes tout à fait croquignolets. Croquignolet. Croquignolet. C'est une jolie culotte retroussée. Ah oui. Alors, Bouffante. bouffante. Quand vous découvrez vos costumes, vous êtes ravis, non, j'imagine. La culotte bouffante, la jolie chemise. Quand même. Franchement, moi, c'est la première fois que je porte ça. et je trouve... Bienvenue à la Comédie Française. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Attendez, la fraise. J'aime beaucoup. La fraise arrive. Ça, ouais. Mais en fait, là, le truc aussi, c'est que le costume n'est pas entier. Il se compose petit à petit, et il me semble qu'à la scène suivante, on arrive avec nos manteaux, nos épées. Et là, tout à coup... Enfin, on parle. Ouais. Parce que là, vous avez vu un morceau, donc forcément, ça semble un peu ridicule. Vu qu'on sort de soirée, on est complètement débraillé. Donc le costume n'est pas sous son meilleur jour. Tu sais, c'est ça. Dans l'histoire de la Comédie Française, ces culottes bouffantes à trousse ont fait partie d'une esthétique qui a été extrêmement utilisée. Et à l'époque, pour ceux qui n'avaient pas des jambes aussi magnifiques que toi, il y avait des bas avec des faux mollets. Mais non. Mais si, je te jure que c'est vrai. Donc parce que certains devaient jouer des héros, des épéistes magnifiques, et qu'ils avaient un petit peu des cannes de coq, ça n'allait pas. Donc il y avait des faux, c'était des trucs rembourrés, mais ça ne marchait pas parce que souvent ça tournait. Donc à l'acte 2, t'as l'impression que t'avais une fracture ouverte, si tu veux, au tibia. Et ils ont arrêté de faire ça à cause de ça. Et effectivement, c'est passé de mode. Ce qui est extraordinaire quand même dans cette mode-là, c'est que c'était des époques d'une rare violence. C'était des époques de guerre interminables. Et il y avait une espèce d'élégance totalement absurde. Sophistication. C'est-à-dire d'avoir des jambes nues. À cette époque-là, même, il y avait des espèces de... Les chaussures n'étaient pas vraiment des chaussures, ça n'existait pas. C'était pas des chaussures pour faire la guerre, avec des godillots qui dérapent pas, etc. Des poulaines. Enfin des trucs où tu te demandais, mais comment ils faisaient ? Et ces jambes nues, et tu te dis, mais une jambe, c'est très sensible, donc, et qu'ils avaient des protections, et c'est comme s'ils préféraient l'élégance du profil à ce qui est devenu au bout d'un moment la tenue de camouflage où tout d'un coup sont protégés tous les membres, toutes les articulations qui sont difficiles. Non, ça fait pas. Là, on n'est pas du tout dissimulé avec la chemise. Non, pas du tout. Mais j'aime bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils sortent de soirée, c'est drôle. Ils sont au carnaval de Venise, ils sont au XVe siècle. Et vous dites, ils sortent de soirée, ils ont un peu bu, ils ont fait la fête. Ils ont beaucoup bu. Ils sont un peu débraillés, ils ont perdu leur blouson. Ouais, ça c'était le départ, oui. Ils vont moins rire au fur et à mesure. Ils vont quand même rire un peu, scène suivante, ils rient. Et après, ils se calment un peu. Ils se calment tout court.
Oui. Non, d'abord, il se calme un peu et ensuite, Ouais. il se calme tout court. Ouais. Mais c'est un... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est des enfants. Je sais pas l'âge qu'ils ont concrètement. 20 ans. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont des réactions totalement naïves et... Enfin, c'est un peu bête et méchant, quoi. Ils se rendent pas Des compte jeunes de la hommes. profondeur de ce dans quoi ils se mettent. Oui, avec un Oui. bon instinct grégaire, comme ça peut arriver encore Ouais. dans plein de bandes Oui. contemporaines, où tout d'un coup, il y en a un qui fait une connerie, tout le monde suit. On suit. Voilà. Donc Hugo le sait bien, ça, il le marque très bien. La dernière réplique, qui est sublime, je ne vais pas la donner. Denis Podalizès dit que c'est le goutte de lait dans cette espèce d'océan D'encre noire, d'encre noire. C'est comme ça que vous la jouez? J'essaie. J'essaye, mais... Tu joues bien la goutte de La lait. goutte de lait. Comment on joue la goutte de lait? Parce que moi, j'avais fait une émission avec Denis Podalizès qui m'avait expliqué pendant au moins 20 minutes comment jouer une virgule. Donc là, comment joue-t-on une goutte de lait? Ouais. Ça, c'est Denis. Hein. Non, mais après, voilà, c'est l'intimité. C'est fou. C'est l'excessivement intime de la fin. Qui finit recroquevillé, qui finit dans le ventre. Enfin, c'est très étrange. C'est une fin qui fait comme si le zoom venait vers nous. En fait. Ouais. Ça, l'énergie s'inverse en fait. Et en regardant la captation, j'avais oublié le ciel qui s'allume en fait, qui s'illumine au fond avant la fin. C'est-à-dire que au moment où les choses adviennent, sans la raconter, mais il y a une illumination de la lumière qui transcende un peu les choses. Mais l'interprète, justement, il y a cet écran au loin, il y a la proximité avec mon partenaire, avec Gaël. Il y a le Camille Nous, on est dans l'infiniment petit, Gennaro, en fait, à ce moment-là. l'infiniment intime. La goutte, voilà. La goutte de lait, je sais pas très bien, mais la goutte, je crois à peu près. Mais voilà, Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène Denis Podalizès à partir du 17 janvier. Donc on a largement le temps jusqu'au 1er avril en alternance. Salle Richelieu avec, dans l'ordre, Éric Ruff, Thierry Ancis, Elsa Le Poivre, Pierre-Louis Calixte, Christian Eck, Gilles David, Julien Frison, Gaël Camille Lindy, Marie Aupert, Adrien Simion et Sefa Yeboah, ainsi que les comédiens et comédiennes de l'Académie de la Comédie Française, Pierre-Victor Cabrol, Alexis Debieuvre, Élodie Laurent, Marianne Stégal et Léna Tournier. Bonne soirée. Alors, non, je vais quand même vous dire quelque chose. La semaine prochaine, c'est le 15 janvier. Lundi, voilà, l'anniversaire de Molière, de votre patron. Donc pour celles et ceux qui ne pourraient être dans la salle ce soir-là, vous jouerez le bourgeois gentilhomme, une soirée spéciale avec mes camarades Andrea et Zélie, voilà, est proposée avec des invités en plateau, des surprises et une retransmission en direct de l'hommage à Molière. Comme chaque année. Comme chaque année, voilà, donc tout va bien, pas de panique. Voilà, tout le monde pourra participer à cette soirée de gala. En attendant, excellente semaine. Merci à vous trois. Merci à toi, Méline. Bonne fin de Merci répétition. Zélie, merci Andrea. à vous deux et couvrez-vous bien. Oui.